Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire traditionnel sur la formation professionnelle. J'espère que vous allez tous bien et que en cette période estivale, vos préoccupations se tournent toujours autant vers la formation. De façon simple, beaucoup de modifications en ce qui concerne l'actualité formation, puisque dans le cadre de nos critères de prise en charge, en fait, vous avez ce qu'on appelle le PDC, le plan de développement des compétences. Nous avions engagé 3 millions d'euros à partir du 1er mars 2021. Normalement, ces 3 millions devaient nous permettre d'aller jusqu'au 31-12. Et en fait, au 31 mai, ces fonds étaient déjà épuisés. Donc, nous négocions actuellement avec les partenaires sociaux pour remettre des fonds. On va remettre 1,5 million pour aller jusqu'au mois de septembre. Mais ça veut donc dire que les critères vont changer. On était à 30 euros de l'heure, on va passer à 20 euros de l'heure vraisemblablement dans le mois qui suit. Et puis, on mesure d'autant plus l'importance, comme le disait Pascal tout à l'heure, pour ceux qui ont entendu, de qu'est-ce qu'on peut utiliser en parallèle, qu'est-ce qui peut fonctionner. Alors, on a le FNE qui se met en place et on a fait un webinaire, la dernière séance sur le FNE, mais il y a aussi également la PROA. Donc, cette PROA qui permet de former vos salariés au premier jour de contrat. Et, donc, l'objectif pour nous, avec Pascal et Paillard de l'OPCO EP, va être de vous présenter les contours de la PROA, les financements, les publics éligibles. Et puis, l'idée, c'est comment ça marche vis-à-vis de la programmation. Alors, Pascal, je ne sais pas si tu es là, parce que je ne te vois plus. Ouais, j'ai perdu Pascal. Je vais te banaliser à nouveau. Pascal, j'ai l'impression que tu es retourné. Revoilà Pascal. Nous avions perdu Pascal. Bon, j'espère que je ne vais pas me redéconnecter en faisant un partage d'écran. Donc, on y va. Je crois qu'on t'avait perdu comme panéliste. Mais écoute, donc j'ai évoqué un peu l'idée de la réforme et puis l'importance justement de mettre en place des PROA donc, au sein de ces équipes. Donc l'objectif pour nous, que tu présentes un petit peu le dispositif. Et puis, alors on va fonctionner comme à l'habitude, c'est-à-dire que vous posez vos questions par écrit et on y répond au fil de l'eau. Voilà, je suis la conversation. Donc à toi la parole, Pascal. D'accord. Est-ce que vous voyez bien le partage? Ouais, on voit bien le partage. Il faudrait que tu ouvres en grand écran, tu sais, à côté de 67%, tu as un petit panneau sur ta gauche que tu appuies dessus, comme ça on va être en plein écran au niveau de tes slides. Descends, descends. Non. Descends. Voilà, tu étais presque. Remonte, tu es sur un carré là, voilà. Sur ta gauche, tu vas trop vite. En plus sur ta droite au niveau de l'écran. Voilà, encore. Et voilà, tu appuies là. Ça devrait mettre normalement la diapositive en grand et on va pouvoir suivre. D'accord. Et après, avec ta flèche, tu fais suivre tes slides. D'accord, merci. Donc, la proie, qu'est-ce que c'est? La proie, c'est pour ceux qui ont connu la période de professionnalisation, c'est un dispositif qui ressemble beaucoup puisque on est toujours sur le même public, c'est-à-dire des salariés qui sont en CDI. Ça sert à quoi? Bon, déjà, ce sont des formations que l'on peut suivre par alternance et pour obtenir une certification. Voilà, pas une moitié de certification, comme par exemple pour le titre ADVF, on a le CCP 1, 2, 3. Là, il n'est pas possible de faire des blocs de compétences. La certification doit être passée en entier. Donc, si on est sur, c'est ce qui revient souvent, hein, le titre ADVF, c'est le titre ADVF qu'on va devoir passer en totalité.
Donc, la PROA existe depuis 2019, mais elle a été mise en place très lentement, puisque à un moment donné, c'était courant du mois d'août 2019, l'État a sorti un décret notifiant que les OPCO ne pourraient financer les actions dans le cadre de ce dispositif que dans la mesure où les branches professionnelles se seraient positionnées, auraient déterminé des qualifications qui seraient éligibles à la PROA, et ce par une extension de l'accord professionnel de la branche. On a été Donc là, super proactif là-dessus. Je te coupe, Pascal, puisqu'on oui. est la deuxième branche à avoir fait notre dépôt et à avoir obtenu l'extension de la DGT, de la DGFP et DGT. Et même, je dirais que vous êtes la première branche au niveau de l'OPCO-EP, me semble-t-il, puisque vous êtes positionné dès septembre 2019, donc dès l'apparition du décret. Donc, la PROA, anciennement période de professionnalisation, ce qu'il faut retenir, c'est pour les salariés qui sont en CDI, c'est pour obtenir une qualification et ça se passe en alternance. Les qualifications, elles sont listées dans les critères de prise en charge. Elles sont un petit peu plus loin dans les slides et donc elles répondent aux certifications professionnelles, soit RNCP, donc dans le cadre du répertoire national des certifications professionnelles, soit des CQP. Il est possible également, dans le cadre de la PROA, de financer ces certifications par la validation des acquis de l'expérience. Donc, la VAE est également éligible à la PROA, chose qui ne l'était pas, par contre, dans le cadre de la période de professionnalisation. Donc, la PROA, on est principalement sur des salariés en CDI qui vont se réorienter et qui veulent se reconvertir, donc là, plutôt en externe sur un nouveau secteur, ou bien des salariés en interne qui vont, pour obtenir une promotion sociale ou acquérir des compétences et une certification, évoluer en interne. Donc, la PROA, c'est le type de l'alternance, donc tout comme les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage, on est sur un mixte entre un apport d'enseignement théorique et pratique par un centre de formation, donc centre de formation agréé, datadocké, comme d'habitude, comme dans le cadre du plan de compétences, et une acquisition du savoir-faire au sein de l'entreprise avec, j'y reviendrai un petit peu plus tard, un tuteur qui va accompagner le salarié. Le public, c'est les salariés en CDI, les salariés en CUI, CDI, ou bien des salariés qui seraient toujours en position d'activité partielle. Mais bon, j'ai l'impression que dans votre branche professionnelle, on n'est plus trop dans ce cadre-là. Mais en tout cas, sachez qu'il y a aussi une possibilité de financer la formation de ces personnes qui seraient en activité partielle. Et alors, par contre, quelque chose de très important dans le cadre de ce dispositif, c'est que le niveau de qualification de la personne qui va suivre la formation, initialement, doit être inférieur à la licence. Voilà, donc CDI, activité partielle également, mais par contre, un niveau inférieur à la licence. Alors, c'est important ce point-là parce que pour former l'encadrement, évidemment, si on va sur des niveaux Bac plus 4, Bac plus 5, la PROA ne sera pas le bon dispositif. Mais je vous rappelle qu'au niveau de la branche, on a un dispositif à la fois avec la CNSA et les fédérations, et à la fois avec, quand on est hors CNSA, avec les fonds de la conventionnelle où on peut financer des parcours de professionnalisation, évidemment, si vous êtes salarié. Et si vous êtes TNS, on passe par d'autres dispositifs. Tout à fait. Ça reprend un petit peu les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure. Effectivement, dispositif mis en place en 2019, mais suite au décret de l'État, on a dû attendre le 10 juillet 2020 pour que l'État ratifie l'accord étendu sur ce dispositif-là.
Et donc, comme on était en plein été, le temps que les fédérations et que les membres paritaires se réunissent lors de commissions et définissent les critères de prise en charge, c'est un dispositif qu'on a commencé à financer, alors très légèrement, hein, fin 2020 et qu'on espère voir se déployer en 2021 par contre. Outre les formations que on verra tout à l'heure et qui sont listées dans les critères de votre branche, on peut également financer donc la VAE hein, et la certification professionnelle CLEA. Donc, un petit rappel sur cette certification qui me semble importante dans votre secteur. C'est un socle de compétences qui permet d'acquérir des socles de base. Donc, grosso modo, on est sur lire, écrire, compter avec de la communication en français, des maths, l'apprentissage du travail en équipe ou en autonomie, et puis la maîtrise des mesures sanitaires, hygiène, gestes et postures, enfin tout ce qui concerne la sécurité élémentaire, en tout cas les bases. Ce certificat professionnel, il me paraît intéressant au vu du contexte et pas suffisamment mis en place dans votre secteur, alors que je pense qu'il répond à beaucoup de thématiques et beaucoup de besoins dans le service à la personne. Alors, il y a un syndicat salarié qui nous a demandé de promouvoir le CLEA classique, ce que j'appelle encore moi le FLE, français langue étrangère notamment, tout simplement parce que dans le cadre du Covid, on a eu une situation particulière en France. Il y a une société qui a envoyé une personne sur le terrain et cette personne était d'origine étrangère et ne comprenait pas en fait les éléments qui lui étaient envoyés par mail et par SMS. Et je crois qu'elle a fait 3 victimes parce qu'elle ne mettait pas de masque, etc. auprès des personnes. Donc, servi les bénéficiaires et puis elle a aussi contaminé un certain nombre de ses collègues. Et fort de cela, bon, évidemment, tout le monde s'est un peu ému. Et donc, les syndicats salariés nous ont demandé de relancer la formule CLEA, notamment pour des personnels qui sont évidemment éloignés de la langue française. Donc, ça peut paraître assez extraordinaire, mais c'est du vécu. Et donc, derrière, on se doit, au niveau de la branche, de se saisir de la problématique pour avancer sur CLEA. Merci. Donc, dans les critères de prise en charge, donc vous savez maintenant, je pense tous où les trouver. Il faut aller sur notre site OPCOEP. Vous cliquez sur faire une demande de financement et en balayant vers le bas, vous avez l'ensemble des branches professionnelles qui sont gérées par l'OPCOEP et vous allez sélectionner et télécharger les critères de prise en charge de votre branche professionnelle, donc sous l'intitulé Entreprise de service à la personne. Vous avez tous les dispositifs qui sont détaillés et dans l'encadré qui concerne la PROA, vous avez donc l'ensemble des certifications qui ont été déterminées par votre branche professionnelle. Donc, voilà, je crois qu'on retrouve là une grande partie des demandes que nous recevons avec le CAP AEPE, avec bien entendu le titre ADVF, pour tout ce qui est crèche, petite enfance, auxiliaire de puériculture. Ça, c'est pour les premiers niveaux. Et ensuite, ce qui revient souvent, c'est le BTS SP3S. C'est possible aussi. Le titre responsable de secteur dans le SAP, il y est. Et puis, après, vous avez certaines licences et un cycle d'ISAP qui sont également éligibles. Alors, dans mon slide, je n'ai pas mis une petite colonne qui se trouve sur la droite, qui correspond aux titres qui sont éligibles à la CNSA et ceux qui ne le sont pas. Et c'est important pour la suite, puisque vous verrez que dans le cadre des critères de prise en charge mis en place par votre branche, on fait la distinction entre ces deux actions, celles qui sont liées à la dépendance et qui peuvent être financées dans le cadre de la CNSA,
et celles qui ne le sont pas avec des prises en charge qui sont différentes. On verra ça par la suite. Je vois qu'il y a des questions dans… Oui, j'ai pas suivi les… Alors non, moi, pour l'instant, je n'ai pas de questions. Alors, je sais si ça doit être là les questions, excusez-moi. Quelle est l'ancienneté qui doit être requis pour un salarié en CDI pour bénéficier? Donc, c'est le premier jour du CDI, me semble-t-il. Tout à fait. Voilà, donc c'est le grand changement avec la période de pro où vous aviez besoin d'une année d'expérience, voire de 2 ans d'expérience dans un premier temps et d'une année ensuite, où là, dès le premier jour de l'embauche en CDI, eh bien, votre salarié peut bénéficier du dispositif PROA. Tout à fait. Je laisse poursuivre. Oui. D'accord, voilà. Donc, comment s'organise la formation? Donc, on est sur de l'alternance, principalement pendant le temps de travail avec le salaire. Pour la prise en charge du salaire, on en parlera tout à l'heure. Il y a une possibilité de réaliser quelques heures pendant hors temps de travail, mais attention, logiquement, on est quand même sur un maximum de, on va dire, 30 heures de formation. Ça dépend de la durée hebdomadaire du salarié, mais en fait, c'est assez peu d'heures sur l'ensemble de la certification. Donc, on va dire qu'on est plutôt sur de la formation pendant le temps de travail. La durée de la formation, elle doit être comprise entre 15% et 25% de la durée totale de la proie, avec un minimum de 150 heures. Alors, pour calculer ces 15-25%, en fait, on va prendre la durée de la formation, c'est-à-dire que la formation va démarrer en septembre et se terminer en juin. Donc, on prend ces mois-là et en fonction de la durée hebdomadaire du salarié, on va calculer le nombre d'heures et la formation ne pourra pas être inférieure à 15% ou supérieure à 25% avec un minimum de 150 heures. Donc ça, c'est pour les certifications qu'on a vues tout à l'heure qui ont été mises en place par votre branche professionnelle, mais par contre sont exclus, bien entendu, et c'est ce que vous avez sur le pavé de droite, CLEA et VAE, qui logiquement sont des certifications qui sont inférieures à 150 heures, puisque effectivement, pour l'accompagnement sur une VAE, on est plus à 24 heures ou éventuellement 35-40 heures d'accompagnement. Donc, évidemment, ces dispositifs-là échappent à ces conditions. Donc, globalement, on est bien sur des formations relativement longues, relativement classiques quand on veut obtenir une certification ou un diplôme. Donc, de ce fait, la concordance, on est bien sur une alternance dédiée, comme on le fait depuis un certain nombre d'années dans notre secteur, du style une journée de formation par semaine. Voilà, quoi. C'est ce qui va bien sur les PROA pour se caler avec les différents publics. Donc, c'est un élément important, rédiger un avenant au contrat de travail. Exactement. Exactement, ça fait partie des pièces que nous allons demander. Donc, au niveau administratif, pour faire une demande de prise en charge, c'est comme le plan de compétences ou les contrats en alternance. Vous avez l'habitude maintenant. Vous allez aller sur votre espace adhérent de façon à saisir votre action. Alors, ne cherchez pas l'intitulé PROA. Ça a été rédigé sous la totalité de l'intitulé, c'est-à-dire promotion par alternance. Vous allez saisir votre action, indiquer le nombre d'heures, l'intitulé, enfin, tout ce dont on a besoin pour cadrer l'action. Et à l'issue de la formation, il faudra joindre la convention de formation signée avec l'organisme, ainsi que le programme de formation, et vous allez devoir rédiger un avenant au contrat de travail. Donc, on tient à votre disposition des modèles à remplir. Ce contrat, il sert à rédiger, à encadrer un petit peu le départ en formation et les conditions du départ en formation, mais ce n'est pas un engagement à fournir un emploi, par exemple, comme j'ai eu souvent la question, après, à l'issue de la formation, si la personne obtient son diplôme. On est là vraiment pour encadrer le départ en formation et le formaliser dans cet avenant au contrat de travail.
L'avenant, la question elle est importante, c'est que l'avenant au contrat de travail va bien suppléer en fait le contrat de travail initial, et cet avenant n'a une durée de vie que pendant la période de la formation, de la dite formation. On est bien d'accord. Exactement. Il va être cadré sur vraiment puisqu'on est sur un CDI, sur la formation. Et ça veut donc dire que le salarié, une fois qu'il a suivi donc son cycle de formation, va retrouver son contrat de travail initial. Initial, tout à fait. Tout à fait. Dans ce contrat, dans cet avenant, vous devrez notamment désigner un tuteur. Donc, pour désigner un tuteur, on est sur la définition, enfin les conditions initiales du tutorat, hein, c'est-à-dire un salarié volontaire expérimenté qui, dans le domaine visé par le salarié, qui va être à même de pouvoir l'accompagner durant toute sa formation et l'aider à acquérir le diplôme et à développer ses compétences. Donc, un salarié de l'entreprise, voilà, ou bien le dirigeant de l'entreprise aussi, c'est possible. J'ai reçu un certain nombre de mails sur cette question du tutorat et de l'encadrement du stagiaire en formation dans le cadre de la PROA. Donc, on n'a pas l'obligation que le tuteur ait la même formation, suivi, etc. Est-ce qu'il y a une durée d'expérience légale au sein de l'entreprise? Ça, c'est une question qui tombe aussi souvent. Bon, j'ai la réponse, mais je te laisse répondre. Logiquement, c'est 2 ans d'expérience hein, dans le domaine visé. C'est ça. Tu as la même réponse? Oui, c'est 2 ans. Dans le cadre de l'encadrement, c'est 2 personnes maxi plus un redoublant, ça fait 3. Ça veut dire que vous pouvez avoir un contrat d'apprentissage, une proa et un stagiaire redoublant. Mais pour un tuteur ou un maître d'apprentissage, donc dans ce cadre-là aussi, il faut être vigilant. J'ai vu une situation il n'y a pas très longtemps où on avait été positionné sur un même tuteur, un grand nombre de personnes. Bon, à un moment donné, ce n'est pas possible, quoi. Plus on a tuteur, plus c'est simple. Alors, j'ai lié une question justement par rapport au tutorat de Sophie. Toujours pas de financement pour le temps du tuteur pendant la formation. Alors, on a bien un financement de l'action de formation, qui est de 15 € de l'heure sur le passage de la formation tuteur. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas de prise en charge salariale. On est en train de se battre un petit peu avec l'État, là je fais un petit aparté rapide, sur ce sujet parce qu'on considère que le tutorat est un élément clé de la réussite de notre secteur et que l'accompagnement des nouveaux salariés dans notre secteur, ça va être très très important compte tenu de la difficulté que vous avez à recruter. Donc, on a beaucoup appuyé, moi j'ai beaucoup appuyé sur la mission Laforcade et auprès du gouvernement sur ce point-là en disant il faut absolument que vous nous donniez les moyens pour qu'on puisse financer le tutorat. Alors, dans le cadre des SAD et de la CNSA, on aura vraisemblablement des financements pour accompagner, mais on voudrait évidemment que ça soit étendu à l'ensemble de la profession et pas uniquement au SAD. Et donc, on sait que c'est un élément clé. Donc, derrière, on apprécierait d'avoir 1 mois de financement, notamment, ou 3 semaines, ça serait déjà extraordinaire pour pouvoir avoir ce financement et ce renfort. Mais pour l'instant, en effet, il n'y a rien. D'accord, donc au niveau du tutorat, on est bien d'accord, hein, c'est 3 maximum. Et pour le dirigeant, c'est seulement 2 contrats ou 2 proa ou un contrat, une proa, mais c'est seulement 2 personnes. Hein. Oui. On peut poursuivre. Oui. Ah, voilà, on arrive à la prise en charge. Donc, on va commencer par là. Tout le monde, c'est l'élément clé, les éléments financiers. Ah bon. J'ai pris un exemple parce que je trouve que c'est plus parlant avec des chiffres. Donc, dans le cadre des actions éligibles à la CNSA, donc j'ai pris un exemple bateau qui m'a été soumis récemment, d'un titre ADVF qui fait 357 heures pour un montant global de 7 140 €. Donc, le coût pédagogique, les salaires et les frais annexes sont pris en charge dans la limite de 9,15 € et d'un plafond de 3 000 € sur l'enveloppe PROA.
C'est-à-dire que si l'on prend cet exemple, on va calculer 357 heures par 9,15 €, ce qui fait un petit peu plus de 3 000 € puisqu'on est à 3 200 et quelques euros. Et donc là, on va pouvoir obtenir un financement maximum de 3 000 € sur cette enveloppe. Dans le cadre d'un reliquat sur le coût pédagogique, donc là, c'est le cas, on a notre formation qui fait 7 000 €. On a déjà calculé 3 000 € de prise en charge, donc il reste encore 4 140 € à financer, qui correspond à notre reliquat. 50% de ce reliquat est pris en charge dans le cadre de la CNSA. Donc, en fait, vous aurez sur ce montant-là, pris en charge sur la CNSA, 2 070 €. Il reste encore 2 070 € à financer dans le cadre du coût pédagogique. Donc, 50% du reliquat de l'enveloppe conventionnelle doit être pris en charge à hauteur de 9,15 €. Donc, on a calculé un petit peu plus en haut que 357 heures par 9,15, ça fait 3 000 et quelques. Donc, de toute façon, nous, on a besoin d'un financement que de 2 070 €. Donc, on prendra en charge 2 070 € sur l'enveloppe conventionnelle. Et donc, on a bien dans ce cas-là un coût pédagogique qui va être financé en totalité. Alors, je ne sais pas si vous m'avez suivi. En tout cas, je conseille, lorsque vous avez un cas concret, je vous conseille de consulter votre conseiller en formation, de poser avec lui effectivement brodeur, la qualification, le coût de l'action, et qu'en fait, il vous détaille bien et qu'il vous prévienne éventuellement s'il reste un reste à charge pour l'entreprise. Et dernier point, dans le cadre de cette action, il y a les salaires peuvent être financés à hauteur de 2 000 €. Alors, il y a une première question. Le CO est toujours en mesure de financer ce dispositif? Les demandes ont-elles des chances d'aboutir? Eh bien, oui, on a très peu pour l'instant de proies qui ont démarré. On a 3-4 groupes sur l'ensemble du territoire. Donc, le dispositif a mis du temps à être opérationnel financièrement. Il l'est aujourd'hui. On y a fait son attache financière pour qu'il puisse être attractif. Bon, on est quand même dans la limite de 2 000 € sur la prise en charge des salaires. On ne peut pas dépasser cette limite au niveau de l'enveloppe. C'est une limite qui est fixée par l'État. Donc, à partir de ce moment-là aussi, il y aura systématiquement, on imagine sur 357 heures, sur l'exemple qui est donné de formation, on aura du mal à couvrir l'ensemble des coûts de salaire. Donc, il y aura quand même une mise de fonds de la part de l'entreprise. Mais c'est vrai que c'est un calcul un peu plus complexe parce qu'on est obligé d'allier à la fois les fonds de France Compétences, les fameux 3 000 €, et puis après, notre travail au niveau de la branche est d'aller chercher d'autres fonds, donc à la fois avec l'enveloppe conventionnelle. Parfois, j'entends des entreprises qui nous disent que ça ne sert à rien de payer de la conventionnelle. Ben, si, la preuve, parce que ça nous permet d'aller faire du cofinancement. Et entre la CNSA et l'enveloppe conventionnelle, ça va nous permettre de financer la formation d'un plus grand nombre de salariés. Je te laisse continuer, Pascal. Voilà. Ensuite, on a les financements pour les actions ne rentrant pas dans le champ de la CNSA, donc en dehors de la dépendance. Et là, ça va être le même principe de calcul, sauf qu'on n'aura pas le financement de la CNSA. Donc, il y aura un reste à charge si on prend le même exemple. Mais bon, sachant que cet exemple-là, il a été choisi parce que c'est de la dépendance. Mais si on prend une autre certification qui correspond peu ou prou à ce que j'ai présenté, il y aura un différentiel à la charge de l'entreprise sur le coût pédagogique qui sera sur les 7 000 € de 2 070 €. Alors, si je puis me permettre, sans être cavalier, bien évidemment, il faudra négocier quelque peu avec votre organisme de formation pour trouver les bonnes modalités qui permettent de faire au mieux
pour que vous ayez une charge la moins importante possible. Bon, après, 9-15 étant une belle base nationale, on travaille sur ce 9-15 depuis une vingtaine d'années, voire un peu plus maintenant. Donc, on voit bien que c'est un chiffre de référence. Bon, après, rien n'empêche de négocier, etc., et d'essayer de s'y retrouver pour que l'enveloppe puisse rentrer au maximum. Et c'est dans cette fameuse enveloppe, j'ai une question justement sur est-ce qu'elle est limitée? Pour l'instant, on n'est pas limité parce qu'on a très peu de demandes. Si j'imagine demain, si on a des milliers de demandes de ProA, évidemment, on pourrait être à un moment donné bloqué par rapport à la conventionnelle. Mais pour l'instant, et là-dessus, je pense que je peux m'engager sur 2021, il n'y aura pas de limite sur votre développement d'actions en ProA au niveau de la branche professionnelle et au niveau des financements. Après, les montants qui sont exprimés et les critères de prise en charge qui sont fixés, ils sont toujours fixés dans la limite des fonds disponibles auprès de l'OPCO. Donc, effectivement, ça peut fluctuer dans l'année, ce qui est le cas actuellement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, non, c'est bon, tu peux continuer. Moi, j'ai terminé. Hein. On a tout vu sur la proie. La proie, c'est très simple. En somme, ce qu'il faut retenir, c'est voilà, les salariés en CDI qui sont concernés, qui ont un niveau inférieur à la licence. C'est des formations qui ont été mises en place, en tout cas des certifications qui ont été listées par la branche professionnelle et qu'on retrouve sur les critères. Et en alternance. Et pour une montée en compétences, alors soit au sein de l'entreprise par l'acquisition de certificats ou bien une reconversion. Mais dans le cadre de reconversion, honnêtement, moi, je n'ai pas eu encore beaucoup de cas. Alors, je n'ai pas eu encore énormément de cas. Les cas que j'ai eus pour l'instant, ça concerne principalement, on va dire, une quinzaine de titres ADVF et peut-être une vingtaine de VAE. On va en parler justement des VAE parce qu'on a une question, on a différentes questions qui arrivent. Alors, quel est l'intérêt de passer la VAE en ProA? Ça, c'est une question d'Hervé. Donc, je dirais que l'intérêt actuellement, c'est comme je ne peux pas financer de VAE et de formation dans le cadre du plan de compétences, je vais chercher des solutions sur d'autres dispositifs. Donc, si c'est le cas sur la ProA et que je peux le financer par ce biais-là, ça me permet de pas attendre les prochaines décisions. Ou éventuellement, je vais chercher des fonds sur le FNE. Mais effectivement, j'avoue que actuellement, étant donné que voilà, pour l'instant, il y a un statu quo, ça permet de peut-être gagner du temps et débloquer des situations. Après, il faut voir au niveau du financement ce qui est le plus intéressant. Après, autre question. Sachant que bon, ce qui peut être intéressant, alors outre la prise en charge du copédagogique, parce qu'il faut voir dans le cadre de la VAO, on est sur peu d'heures. Donc en fait, peut-être qu'on ne va pas couvrir la totalité du coût pédagogique. Par contre, ce qui peut être intéressant sur la VAE, par exemple, sur des formations qui vont être un petit peu plus longues, puisqu'il y a des VAE qui sont montés des fois avec des petits plus, une petite formation supplémentaire, etc. On peut avoir dans le cadre du dispositif de la ProA une prise en charge, en tout cas partielle, des salaires, chose qu'on ne va pas pouvoir faire dans le cadre du plan de compétences, puisque là, il n'y a pas du tout de prise en charge des salaires dans le cadre de la VAE. Donc, voilà, ce sont des choses qui sont à voir au cas par cas avec votre conseiller. On est là pour ça, pour lorsque vous avez un cas, essayer de pouvoir optimiser au maximum vers un dispositif plutôt que vers un autre.
Alors, autre question, est-ce que cela s'envisage avec des formations à distance? La Oui, proie, ça peut se faire à distance aussi. sans problème. Bonjour, pour le calcul du temps de formation, est-ce bien nombre de mois de formation fois durée hebdo du temps de travail fois 0,25? Alors là, je suis incapable de répondre comme ça. Alors moi, que je calcule comme ça, en fait, je fais 52 que je divise par 12, ce qui doit me donner 4,33, etc. 333. Que je multiplie par le nombre de mois de la formation, donc 10, 11, 12, ça dépend, que je multiplie par la durée hebdomadaire du contrat du salarié. Et sur ce montant-là, je vais appliquer les 15 et les 25% de façon à connaître mes limites et savoir si effectivement le nombre d'heures qui m'est proposé par l'organisme rentre bien entre les 15 et 25%. Alors, les autres formations, exemple, gestes et postures, sont-elles toujours prises en charge? Oui, mais pas dans le cadre de la PROA, ça va être De la pris PDC. dans le cadre du plan de compétences et éventuellement. Et on est en train de préparer un appel d'offres dans le cadre du catalogue Accès Formation que vous connaissez bien. Et donc, c'est plus moi qui suis en charge de ce projet-là, mais je travaille avec la personne qui a repris le projet. Et donc, effectivement, je lui ai demandé de mettre ce type de formation, gestes et postures, HACCP, SST, de façon à ce que vous puissiez avoir une offre, j'espère, d'ici la fin de l'année, j'espère courant septembre. Voilà, donc l'idée, alors c'est important ce que tu viens de dire, Pascal, en complément de notre présentation de la proie. En effet, les catalogues des actions co vont se mettre en place. Ça a été assez long cette année pour tout un tas de raisons. Globalement aussi, ça va être pour vous un temps, de la formation à utiliser. Avant, on vous demandait 50 euros. J'essaie de me battre là, avec la branche pour que ça soit gratuit. Et j'espère que ça va être gratuit. Comme ça, vous aurez juste à inscrire vos salariés en formation sur des thématiques, généralement 1 jour, 2 jours, 3 jours max. C'est à peu près ça au niveau national. Et puis, des formations qui vous correspondent bien par rapport à vos métiers. Donc, l'intérêt, il est vraiment de vous apporter un service all-inclusive, j'ai envie de dire. Donc, fort de tout cela, entre le PDC qui est un petit peu en rade actuellement, mais ça qui va arriver, le FNE qui est là, la PROA, vous devriez quand même informer vos salariés. On essaye de se battre pour que tout ça se mette en place le plus rapidement possible. Et on rêve, si vous voulez, alors on a eu la chance de rencontrer l'ensemble des responsables de l'OPCO, ce qu'on appelle les RISAP chez nous, les responsables de services à la personne, les conseillers de l'OPCO de branche. Et c'est vrai qu'on a un souhait en termes de branche et au niveau de la FEDESAP notamment, c'est que vous puissiez avoir accès au catalogue sur au moins 2 ans, qu'on ne rentre pas dans un système d'appel d'offres ou au moins 18 mois pour éviter le retour sans arrêt des appels d'offres chaque année, parce que on perd beaucoup de temps, c'était compliqué avec le confinement, etc. Bon, voilà. Donc, on va essayer d'améliorer les choses au fil de l'eau. J'ai une question, nous enverrez-vous cette présentation? Il n'y a que Pascal qui l'a préparée et qui peut répondre. Ouais, pour moi, ça ne pose pas de problème. Maintenant, je me suis calquée vraiment sur les critères de prise en charge qui sont déjà dans votre branche professionnelle. L'exemple en plus. Mais sinon, j'ai repris principalement ce qui est déjà inscrit sur le dispositif dans les critères. Mais je te le transmettrai, Guy. Ouais. Alors, par rapport à cette démarche de récupération du webinaire, je n'ai pas vos adresses mail, évidemment, au moment où on se parle. Donc, vous me saisissez par mail et une fois que Pascal m'a envoyé la présentation, je vous l'envoie de façon automatique. Mais là, je n'ai pas moyen de vous l'envoyer comme ça. Donc, il faut bien me saisir par mail en me disant, Guy, envoie-moi la présentation de la proie et je vous l'envoie sans aucune difficulté. Dans les mêmes questions, bonjour, est-il possible de suivre certaines formations et ensuite préparer la VAE dans le cadre de la PROA? Oui, je laisse répondre, mais on peut suivre des formations et puis après faire une VAE. Je pense qu'il n'y a pas de sujet. Alors, sur un autre diplôme, alors du coup. Oui. Oui, tout à fait. Oui, parce que l'objectif de la PROA, c'est d'obtenir une certification. Donc, on peut tout à fait
passer une formation sur un an dans le cadre de la PROA sur la certification, effectivement, et une fois qu'elle est acquise, le même salarié peut suivre une autre certification par un accompagnement de la PROA, mais il faut que ce soit une autre certification, par contre. Autre question hyper intéressante, peut-on compléter le financement, par exemple avec du CPF, dans le cadre d'un reste à charge? Est-ce qu'on peut aller chercher du CPF sur un morceau de proie? Je n'ai pas encore vu le dispositif. Là, sur ça, il n'y a que toi qui peux répondre. Non, non, non. Logiquement, sur le CPF, il y a soit un abondement de l'entreprise si elle y consent, mais qui ne pourra pas être pris en charge par l'OPCO, mais on ne peut pas articuler les deux dispositifs PROA et CPF. Maintenant, je pense que la branche a quand même assez bien travaillé dans le cadre de la PROA et vous avez exactement l'exemple qui est parlant dans ce cadre-là pour couvrir une grosse partie des coûts pédagogiques. Et en plus, voilà, chose qui n'apparaissait pas en 2020. On avait en 2020 pas la possibilité de financer les salaires et c'est le cas cette année. Donc, je crois qu'il y a un gros effort qui a été fait sur la proie. Donc, non, on ne peut pas articuler les deux. Est-il possible de récupérer Oui, alors j'ai quelqu'un, Marie-Soline, pour récupérer l'enregistrement du webinaire sur le FNE. Oui, on met en ligne sur notre chaîne YouTube. Pareil, je peux te renvoyer, Marie-Soline, sans problème, le lien pour que tu puisses revoir. Alors, on avait eu des conditions d'enregistrement un peu délicates parce qu'on avait eu un problème de conseiller qui n'a pas réussi à se connecter correctement, donc on était sur audio, mais je pense que ça doit être audible. Malgré tout, j'ai réécouté et ça le fait, quoi. Donc oui, ça sera possible de le lire. Est-ce qu'il y a une durée minimale ou maximale en mois pour l'action de PROA? Non, mais on se calque habituellement sur ce qui se fait sur le contrat pro ou l'apprentissage. On est sur 6 à 12 mois. Ouais. Alors, quel est le plafond de l'enveloppe conventionnelle et à savoir si les remboursements peuvent être pris en charge, si les rémunérations peuvent être prises en charge? Alors, on a expliqué que par rapport à ça, l'État a fixé un cahier des charges sur la rémunération et salaire et ça ne dépasse pas les 2 000 euros. Voilà. Alors, 2 000 euros par dossier. Par dossier, bien sûr. Voilà. Non, mais la nuance est importante parce que j'ai eu le cas d'un dossier qui est arrivé avec une dizaine de personnes inscrites. Et donc, sur ce dossier, je ne pouvais financer que 2 000 euros pour l'ensemble des salariés. Alors que en faisant un dossier par personne, du coup, comme je peux attribuer 2 000 euros par dossier, bon, vous m'avez compris, tu couperas ça au montage. Non, mais c'est important parce qu'il y a besoin de la formule quoi, par rapport à ça. Et là, pour le peu, oui, ça marche comme ça, quoi. Mais en fait, en règle générale, en effet, il faut saisir action par action et comme ça, vous aurez pas de soucis. Je mets mon adresse mail pour ceux qui ne l'ont point. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, vous avez vu, on est toujours aussi efficace. On essaie d'être le plus court possible, toujours le format 1 heure maximum. Quand c'est moins, ce n'est pas gênant. Non, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. J'ai oublié personne. Voilà. Le tuteur doit-il suivre une formation? Alors, le tuteur doit-il avoir suivi une formation au tutorat? On n'a peut-être pas répondu à cette question. C'est conseillé, c'est pas obligatoire. En tout cas, si le salarié souhaite suivre, le tuteur souhaite suivre une formation, peut être pris en charge à hauteur effectivement de 15 euros de l'heure et de maximum 40 heures de formation. Et autre question aussi, qu'en est-il des fonds à venir pour le développement Alors, sur le PDC, le plan de développement des compétences, mais comme je l'ai indiqué en début de séance, on a 1000 dossiers en stock là, que l'on doit traiter. En fait, il y a eu une surconsommation.
Vous avez été parfaitement habitué au plan PAC, au plan anti-crise. Et donc, je vous rappelle qu'on est la branche qui a quasiment le plus utilisé de fonds, puisqu'on a utilisé 15 millions d'euros sur l'année 2020, ce qui est complètement fou. On n'avait jamais fait ça. Et tant mieux, parce que vous avez formé un grand nombre de vos collaborateurs. Donc là, objectivement, on est en négociation avec les partenaires sociaux. Ça dure un peu parce qu'on n'a pas la même ligne entre les organisations patronales et salariés, mais on devrait réussir à trouver un atterrissage assez rapidement. Et l'objectif est de réinjecter rapidement des fonds conventionnels pour nous permettre de tenir l'année. Mais il est évident que, c'est ce qu'on a demandé aussi aux conseillers de l'OPCO, c'est aussi de vous diriger vers tous les dispositifs possibles et imaginables, parce que si tout passe par le plan de développement des compétences, on n'aura jamais assez d'argent, malheureusement. Et donc, derrière, de façon tout à fait objective, ça devrait redémarrer de façon normale au mois de septembre. Alors, en tant qu'OF, donc organisme de formation, quelles sont les démarches à effectuer pour assurer ces formations et trouver les personnes éligibles? En tant qu'organisme de formation, il n'y a pas d'habilitation particulière pour former les gens en proie. Je pense que tu Non, peux me du tout. confirmer ça. On est bien dans une démarche classique. On a même des dispositifs un peu hybrides où on peut trouver des alternants classiques, apprentissage, contrat pro et quelques proies, comme on le faisait avec la période de pro auparavant. Il n'y a pas besoin de monter un groupe ou des sessions spécifiques proie. Bon, sauf après, si vous êtes sur une organisation 150 heures et qu'en effet, et encore, je pense que ça serait jouable. Donc, pas de problématique sur ça. Alors, j'ai envoyé mon adresse email, mais elle n'est pas apparue en fait. Envoyez-nous. Normalement, elle est 2h46. Vous devrez c'est gloudière@fedesap.org. gloudière@fedesap.org. Vous allez la retrouver à 2h46 dans le chat. Et si vous pouvez obtenir. Alors oui, c'est une véritable question d'Olivier. En fait, on a toujours cette problématique des financements CNSA. Mais j'avais pensé évidemment à la garde d'enfants lorsqu'on avait négocié en branche pour aller chercher des fonds conventionnels. C'est-à-dire que vous bénéficiez du même dispositif que dans le cadre de la CNSA. C'est vrai que souvent, on vous oppose le maintien à domicile et garde d'enfants, mais là, pour le peu, vous avez des fonds qui sont amenés par la branche. On aimerait évidemment négocier ça au niveau de la CNAF. Je m'y suis collé déjà moi à plusieurs reprises, mais on est toujours sur des fins de non-recevoir. C'est un rêve, un juste rêve de pouvoir obtenir des fonds pour la garde d'enfants dans ce cadre-là. Je rappelle aussi pour la garde d'enfants que on a signé au niveau de la branche le plan Ambition 600 000 qui s'adresse sur le financement de formation courte d'enfants. Alors, c'est pour la garde d'enfants de moins de 3 ans. Donc, en effet, le secteur de garde d'enfants à domicile est un petit peu moins concerné, mais vous avez quand même de temps en temps un peu de garde de moins de 3 ans. Et donc là, il y a une enveloppe de plusieurs millions d'euros qui a été allouée par la CNAF sur la DGCS précisément, sur ce sujet. Et donc, n'hésitez pas non plus à faire remonter vos demandes auprès de vos conseillers locaux. Alors, si la formation peut s'articuler avec un contrat d'apprentissage, les aides sont-elles cumulables? On est dans un cadre… Alors, non, soit on va être sur l'un, soit on est dans le cadre d'une embauche en CDD ou en CDI, mais on va être dans le cadre du contrat d'apprentissage, du contrat de professionnalisation, et auquel cas, effectivement, vous pourrez toucher les aides exceptionnelles, soit on est dans le cadre d'une proie, donc plutôt hors embauche pour un salarié en CDI, et à ce moment-là, non, il n'y a pas d'aide sur la proie. ok. Alors, par contre, par rapport à l'apprentissage, on imagine quelqu'un qui suit un parcours de proie de type ADVF en 150 heures ou en 300 heures. Et derrière, il bascule en évolution sur un contrat d'apprentissage sur le métier de responsable de secteur, c'est tout à fait jouable. Bon, après, Oui. sur l'espace-temps des 8 000 euros d'aide, il est bien évident que les 8 000 euros prendront fin. Aujourd'hui, le ministère du Travail nous l'a présenté au niveau de la fédération, s'arrêtera bien au 31/12/2021. C'est-à-dire que vous bénéficiez bien des aides jusqu'au 31/12/2021. C'est-à-dire que tous les contrats, notamment la petite enfance, qui vont être signés, qui sont assez nombreux dans le cadre de l'apprentissage, qui vont être signés sur septembre-octobre, seront toujours liés à l'aide des 8 000 euros. À partir du 1er janvier 2022, on va repasser à un schéma classique, mais tout autant, enfin,
pas autant, mais également intéressant, avec un véritable schéma économique, à 4 125 euros. Donc, il y a sans doute la possibilité d'articuler en fonction des évolutions de vos salariés. Je vois qu'il y avait une question sur les proies qui ont démarré début janvier. Seront-elles financées? Logiquement, oui. Ça peut être pris rétroactivement. Maintenant, je rappelle quand même que les actions, alors quels que soient les dispositifs, doivent être déposés en amont des formations, au moins un mois avant la date de début de formation, de façon à ce que le co ait le temps de traiter ces actions-là et pour éviter éventuellement des refus si cela venait être mis en place. Mais je dirais qu'actuellement, oui, effectivement, il peut y avoir une prise en charge rétroactive des proies qui ont démarré en début d'année 2021. Alors Valérie répond oui, mais l'extension de la PROA date de 2019. Oui, en effet. Non, de 2020. 2019 dans sa création et 2020 dans sa mise en place avec l'ordonnance coquille qui s'est faite entre deux. Donc, globalement, les PROA qui ont été signés en janvier, bon, il ne devrait pas y avoir de problème de prise en charge. Oui. S'il y avait un souci, bien évidemment, vous ne manquez pas de nous saisir et on fera remonter au niveau de la branche s'il y avait une particularité. Je vous rappelle qu'on sert aussi à ça en fédération. À un moment donné, c'est bien de reprendre les problématiques sur l'ensemble des territoires. Tout le monde n'a pas comme conseillère Pascal Epaillard qui présente la PROA aujourd'hui. Donc, de ce fait-là, de temps en temps, il est évident que les fédés, on est là aussi pour vous aider et la FEDESAP travaille vraiment extrêmement bien pour accompagner les différentes demandes dérogatoires. J'ai vu peu de déçus au niveau de la FEDESAP. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter s'il y a une difficulté particulière. Je regarde si je n'ai pas oublié de questions, parce qu'il n'y a pas de questions qu'on ne veut pas traiter, mais parfois j'avance un peu vite dans le chat. Écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions. Mais il reste à nouveau à vous remercier. Remercier Pascal de cette présentation. J'espère que c'est un dispositif que vous mettrez en place assez rapidement au sein de vos entreprises et de vos structures. Donc, la prochaine fois, l'idée, c'est de se retrouver en début septembre. Je crois qu'on avait fixé vers le 15 septembre pour reprendre justement les perspectives de l'apprentissage et donc de vous redonner les éléments. Je vous rappelle que vous étiez encore très nombreux aujourd'hui sur le réseau. On voit bien que le format court vous correspond et on va essayer de vous tenir informés, peut-être 7 à 8 fois par an sur ce modèle avec Pascal et vous serez habitués à nous rencontrer. On vous souhaite en attendant un bel été, même si les vacances sont encore loin, puisque nous ne sommes que mi-juin. Mais en tout cas, pour les juilletistes, un bel été à vous. Profitez après cette longue période de disette. Voilà, nous apprécions tous de retrouver un petit peu de liberté et de vie. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de partager ce temps avec vous. Et puis, encore un grand merci à Pascal qui m'accompagne et avec qui je ne pourrais pas faire seul. Et donc, il faut quand même un technicien de locaux présent. Donc, encore merci à vous. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée. Alors, je suis obligé de te laisser, Pascal, parce que je suis... Salut, Pascal. C'est qui dit? Salut, Julien. C'est 2 boules de bowling. Qu'est-ce qu'il y a? Les 2 boules de bowling. Ah oui, c'est vrai. Bon, on est bien habillés. Bon, on est monté jusqu'à 42, 45? On est monté jusqu'à 45, me semble-t-il. Ouais, c'est bien. C'est enregistré. Oui, mais on coupera la partie enregistrée. La fin, je fais toujours couper. Enfin, c'est pas gênant, quoi. D'accord, ok. Fais des montages alors. Partie du jeu des webinaires.